Test, test, ça marche? C'est micro uniquement pour la vidéo? Bonjour à tous. Bonjour chers professeurs, bonjour chers camarades. Aujourd'hui, c'est notre premier jour des GRI, premier jour des premières sessions de l'année, on va dire. Et on est là pour parler d'un sujet qui fait pas mal de polémiques et qui attire l'attention surtout d'un seul côté. Et j'ai nommé les intermédiaires de commercialisation, partenaires ou obstacles à juste rémunération. Donc avant de commencer, permettez-moi de remercier les coordinateurs de cette conférence. J'ai nommé M. Professeur Ali Abida et on va en profiter pour saluer aussi notre cher rapporteur qui est Yashio Kaya. Et quand on parle d'intermédiaires, on a souvent tendance à penser à des personnes qui abusent les petits agriculteurs, surtout à profiter de leurs valeurs en les minimisant. Et c'est qu'un seul côté, on voit surtout, on peut penser à d'autres côtés comme le fait d'accompagner les petits agriculteurs à intégrer des marchés, à les apporter des chaînes de conservation et aussi des chaînes d'approvisionnement. Donc pour cela, nous avons un expert avec nous qui a pas mal d'expérience, qui va nous parler de l'importance des intermédiaires, surtout du côté des petits agriculteurs. C'est M. Jean-Joseph Cadillon, qui est à la base un ingénieur agronome de l'école AgroParis et il a un DEA aussi en géographie. C'est aussi un docteur en commercialisation. Autant vous dire que c'est à peu près toute la chaîne de valeur agricole que le monsieur a eu à travailler sur. Donc je vous invite surtout à poser toutes les questions que vous avez, que ce soit du point de vue production ou du point de vue commercialisation. Avec 25 ans d'expérience, il a eu à travailler dans pas mal de structures, notamment dans les ministères de l'agriculture en France. Et il a travaillé dans les FAO, dans IFRI. Pour ceux qui demandent, c'est l'Institut international et des recherches sur l'élevage. Et il a aussi travaillé en Asie notamment en Chine et dans l'ambassade. Donc, pour nous parler un peu de son parcours, on va travailler surtout sur un article qui est très intéressant pour ceux qui n'ont pas lu. Donc, j'espère qu'après notre discussion, vous aurez envie de lire l'article. Le nom, c'est Developing Small Production and Marketing Enterprise Mushroom Contract Farming in Bangladesh. Donc, Monsieur Joseph, je vous laisse la parole. Donc, effectivement, je m'appelle Jo Cadillon, je suis ici à l'ENAT MECTES comme coordonnateur des partenariats scientifiques. Mais donc, effectivement, par le passé, j'étais chef de projet d'un projet pour le développement de la qualité au bureau Asie-Pacifique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Ça, c'était à Bangkok. Et c'est dans ce cadre que je suis allé visiter ce projet au Bangladesh pour rédiger cette étude de cas. Donc, on va voir ensemble, et donc j'espère que vous avez lu l'étude de cas parce qu'on va discuter ensemble de qu'est-ce qu'on va tirer ensemble de conclusions en termes justement de comment mieux intégrer les petits producteurs dans les marchés. Donc ici, je vais vous présenter le cas spécifique des pleurotes au Bangladesh. Donc un plan assez classique, je vais vous présenter le projet. On va faire une étude de marché ensemble des pleurotes au Bangladesh. Et ensuite, on va discuter justement de qu'est-ce que ce projet apporte à ses bénéficiaires et quel est l'appui ou quels sont les apports de l'intermédiaire de commercialisation. Alors, donc, ici, il s'agit d'un projet, le LPUPAP, au Bangladesh. Donc, c'est un projet de lutte contre la pauvreté urbaine. Donc, quelques éléments sur le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est un petit pays en Asie, donc c'est ici juste à l'est de l'Inde. Petit pays, il y a seulement 130 000 km², mais c'est un pays très peuplé, avec plus de 173 millions d'habitants. Ce qui fait qu'il y a une densité de population qui est très élevée, en moyenne à 1300 personnes par kilomètre carré. Il faut savoir également que dans ce pays, il y a une urbanisation croissante
plus de 41% de la population vivait dans les villes en 2024. Et l'urbanisation continue à cause d'un exode rural, parce qu'en fait, les opportunités de revenus dans les zones rurales sont très faibles. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui continuent à venir dans les villes pour trouver du travail. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde dans les villes du Bangladesh, et il y a beaucoup de gens qui sont pauvres dans les villes du Bangladesh. Et donc c'était l'objectif de ce projet, le LPUPAP, de lutter contre la pauvreté à travers des partenariats. Et on va parler justement d'un partenariat entre un projet et un intermédiaire de commercialisation. Donc au sein du LPUPAP, il y avait deux composantes. Il y avait une composante habitat, à travers l'organisme de l'ONU pour l'habitat, qui essayait de rénover les logements ou créer des logements pour ces personnes pauvres. Et nous, on va parler de la composante agriculture qui était mise en place par la FAO. Donc dans cette composante FAO, il y avait des activités de formation en agriculture, en élevage, en aquaculture, tout ça en mode durable pour essayer de tirer le plus des petites parcelles en milieu urbain. Donc il y avait vraiment une considération d'agriculture durable parce qu'il y a très peu de terres disponibles dans ces milieux très densément peuplés. Et finalement, la composante FAO donc, permettait aux bénéficiaires du projet de se lancer dans des activités de production, de transformation et de commercialisation agricole, avec très peu, en fait, de surface. Voilà. Donc le projet était actif dans 6 villes au Bangladesh, mais nous, on va se concentrer sur Mymensingh, qui est donc une ville ici au nord du pays, qui se trouve à 115 km au nord de la capitale Dhaka, qui est ici au centre du pays. Mais en fait, au Bangladesh, comme ici au Maroc, ce n'est pas la distance qui compte, c'est le temps de trajet qui compte. Et à l'époque, en 2007-2006, quand je suis allé visiter, pour faire Dhaka-Mymensingh, il nous a fallu une demi-journée par la route pour faire ce trajet. Et c'est important de savoir qu'il y a donc au moins 6 heures de route, parce qu'on va parler de commercialisation de produits frais. Et donc, il faut pouvoir les véhiculer rapidement vers les marchés. Donc là, on va parler de l'activité de production et commercialisation de pleurotes, qui était une composante de la FAO. Si vous ne savez pas ce que c'est que les pleurotes, c'est des champignons qui sont très utilisés dans la nourriture chinoise en particulier, mais également dans la nourriture occidentale. C'est un ingrédient assez commun. Alors, on va faire une étude de marché ensemble, du marché des pleurotes au Bangladesh. Donc, ceux d'entre vous, est-ce qu'ils ont déjà fait les cours de marketing et commercialisation? Pas encore. Pas encore. Bon, donc là, on va voir quels sont les éléments d'une étude de marché d'un produit. Alors, une étude de marché, en fait, l'objectif de l'étude de marché, c'est de comprendre qui sont les producteurs, qui sont les consommateurs, qui sont les intermédiaires de commercialisation sur un produit donné. Et le résultat de l'étude de marché vous permet ensuite, en tant qu'ingénieur du développement, de trouver les leviers dans la chaîne de production-commercialisation qui vont vous permettre de faciliter en fait, la mise en vente du produit sur le marché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pleurotes, c'est un marché de niche au Bangladesh. Qu'est-ce que c'est qu'un marché de niche? C'est qu'en fait, c'est un tout petit marché où, parce que en fait, les pleurotes ne sont pas un produit traditionnel dans la cuisine du Bangladesh. Donc, en fait, il n'y a pas une très grosse demande. Les consommateurs sont principalement des foyers qui sont éduqués, donc à un niveau de rémunération un peu plus élevé également, des cantines. Donc les cantines d'écoles, les cantines des hôpitaux, des administrations publiques, mais également des régiments de l'armée. Donc ça, c'est Mymensingh même, mais c'est un petit marché. Comme vous le voyez ici, on estime seulement à 500 kilos par semaine la demande du marché local pour les pleurotes. Et même au niveau du pays, c'est finalement un petit marché, mais le gros des consommateurs se trouve à Dhaka, la capitale, parce qu'à la capitale, il y a des restaurants chinois
qui demandent ce type de produit pour leur cuisine. Et il y a une communauté expatriée plus importante à Dakar, ce qui fait qu'il y a un plus gros marché, 2,5 tonnes estimé, ou voilà, 2,5 tonnes potentiellement achetées de pleurotes dans la capitale à Dakar. Et donc là, par les sources que l'on a mobilisées pour faire cette estimation du marché au Bangladesh pour les pleurotes, on considère que au total, il y a lors de l'étude environ 875 producteurs de pleurotes, et potentiellement il y a un potentiel d'achat pour ces pleurotes de 12 à 15 tonnes par semaine sur l'ensemble du pays. Donc finalement, c'est un petit marché. C'est pour ça qu'on appelle ça un marché de niche. C'est un produit qui est, donc ça vous l'étudierez probablement cette année, un marché de niche, c'est vraiment pour un produit qui est spécifiquement prévu pour un marché qui est identifié. Donc voilà. Donc c'est à opposer, par exemple, à la farine de blé, qui est demandée par tout le monde dans un pays. Ça, ce n'est pas un produit de niche, c'est un produit de base. Là, on parle d'un marché de niche. Voilà. Alors, qui sont les producteurs de pleurotes qui sont impliqués dans ce projet? Donc, à Mymensingh, on a identifié 55 producteurs de pleurotes. À Mymensingh, et ils ont tous accès à un petit lopin de terre sur lequel ils peuvent faire leurs pleurotes. Dans ces 55 producteurs, il y en a 20 qui sont des ménages pauvres et que le projet a regroupés au sein de groupes de commercialisation. Donc en fait, 20 ménages, et ils sont regroupés au sein de 3 groupes de commercialisation par le projet. Et parmi ces 20 ménages pauvres, il y en a 17 plus particulièrement, en fait, où c'est la femme du foyer qui participe aux activités du projet et qui fait cette activité de production de pleurotes. Et qui reçoit donc directement l'appui du projet. Alors, quels sont les intrants pour la production de pleurotes? C'est finalement une production très très simple. Il suffit d'avoir une pièce qui est propre, qui est ventilée et qui n'est pas éclairée, donc dans la pénombre. Et dans cette pièce, il faut des étagères. Et en fait, sur les étagères, on va mettre les sacs en plastique qui contiennent le milieu de culture et les spores de champignons. Et en fait, les champignons vont pousser tout seuls. Il suffit de leur donner de l'eau. Et avant chaque début de cycle, il faut nettoyer intégralement les étagères et la pièce avec du détergent. Donc en fait, les intrants pour cette production de pleurotes sont très limités. Il faut donc cette pièce, il faut de l'eau, des étagères, du détergent. Et l'intrant le plus important, c'est les sacs de spores qui contiennent le milieu de culture et les spores de champignons. Et après, en fait, il suffit d'arroser et les champignons vont pousser tout seuls. Ce qui fait que chaque sac de spores peut produire 1,5 kg de pleurotes sur 4 mois. Et en utilisant donc leur petite surface à raison de quelques sacs de spores par étagère, on peut considérer que chaque ménage peut produire entre 3 et 4 kg de pleurotes fraîches par semaine. Donc quels sont les coûts? Ça fait partie de l'analyse de marché. Pour chaque maillon de la filière, on va essayer de calculer les coûts de production et la vente de chaque acteur. Et donc là, il s'agit des coûts de production et de vente pour les producteurs de pleurotes. Et là, on le calcule par sac de pleurotes. Donc en fait, il faut d'abord acheter le sac de spores. Le sac de spores, le projet recommande d'acheter le sac qui provient de l'entreprise Raj Mushroom Dhaka. Et ce sac, il coûte 14 taka. Donc, à l'époque du projet, 68 taka, c'est 1 $. Donc, juste pour vous dire que 14 taka, ce n'est pas grand-chose. Mais on va calculer en taka pour l'instant. Donc, l'achat du sac de sport, 14 taka. Ensuite, il y a les coûts des intrants. Pour faire un cycle de production, il faut donc le détergent,
il faut des gants pour pouvoir manipuler ce détergent, il faut un couteau pour pouvoir couper les champignons pour la récolte, et il faut des sacs en plastique pour pouvoir mettre les champignons dans le sac en plastique pour le vendre. Et par ailleurs, le projet demande aux producteurs d'avoir un flyer de promotion des champignons à glisser dans chaque sac en plastique, ce qui permet de faire la promotion du champignon. Tous ces outils ramenés au sac de pleurote, ça coûte 4 takas. Et vu que chaque sac de pleurote peut produire donc 1,5 kg sur 4 mois, on peut ramener la vente, en fait, le revenu des ventes, et on le calcule, en fait, chaque sac de pleurote peut générer 150 takas de vente. Ce qui fait un bénéfice net pour le producteur de 132 takas. Donc 132 takas, pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de 2 dollars. 2 dollars US. 20 dirhams. Ce qui fait que, là on parle d'un seul sac. Sur un seul sac, ils peuvent faire un bénéfice net de 2 dollars. Ce n'est pas grand-chose, mais quand on considère que ces producteurs sont des personnes pauvres, c'est-à-dire qu'ils vivent peut-être au niveau de 2 dollars sur un revenu de 2 dollars par jour, on peut considérer que 20 dollars en plus, 2 dollars en plus, c'est bien. Voilà, donc ça, c'est l'estimation. Donc on a identifié les producteurs et on a identifié leurs coûts et leurs revenus. Ensuite, on va regarder la chaîne de valeur. Donc ça, vous apprendrez à faire ça. C'est un outil très important de l'analyse de marché. C'est le diagramme de la chaîne de valeur. Donc en fait, on essaye d'identifier et de relier tous les acteurs au sein d'une chaîne de valeur. Donc, on a déjà parlé des acheteurs. Les acheteurs, il s'agit de consommateurs de MyMansingh. On a des acheteurs institutionnels à MyMansingh, les cantines, voilà, principalement les cantines, les hôpitaux. Mais ça, finalement, on l'a vu dans l'étude de marché, il y a peu de produits qui sont vendus à ces acteurs locaux. Le plus gros des acheteurs, ils sont à Dhaka, la capitale. Et donc, comment est-ce que les champignons partent à Dhaka? Ils sont achetés par les grossistes au marché de gros de Dhaka. Et ces grossistes, ensuite, revendent. Donc ici, j'avais les ambassades et la communauté expatriée. On a les restaurants chinois à Dhaka, qui sont un gros marché pour ces pleurotes. Et on a des consommateurs avertis ou étrangers à Dhaka qui demandent ce produit. On a également déjà parlé des producteurs. On sait qu'il y a 55 producteurs de pleurotes au niveau de MyMansingh et que le projet les a regroupés dans 3 groupes de producteurs. Donc il y a 3 groupes de producteurs pour la commercialisation. Et on a également parlé de Raj Mushroom, qui est producteur de semences, producteur de spores, et donc qui vend des sacs contenant le milieu de culture et les spores. Et donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui relie tous ces gens. Et en fait, le projet a fait le choix de travailler avec un intermédiaire de commercialisation. Donc en fait, ça a été le choix du projet de coopter Abdul Kadir, qui est une personne, qui a une entreprise qui s'appelle Konica Mushroom, et Konica Mushroom produit, transforme et commercialise des pleurotes. Et en fait, le projet a demandé à Abdul Kadir d'être son partenaire intermédiaire de commercialisation. Ce qui fait que dans cette filière, dans cette chaîne de valeur, Abdul Kadir est le seul commerçant à collecter toute la production, enfin une grosse partie de la production des producteurs, pour ensuite le revendre aux différents acheteurs. Donc, il faut savoir effectivement que les producteurs peuvent faire de la vente directe aux consommateurs locaux. Je vous ai dit que le projet leur donne des sacs en plastique et ils peuvent
mettre des champignons dedans et les vendre directement aux producteurs, aux consommateurs à Mymensingh. Et en fait, la majorité des produits passent par Abdulkader qui revend en local à Mymensingh et envoie sur Dhaka pour vendre au gros du marché dans la capitale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Abdulkader, il est aussi fournisseur. Donc la même personne a accès à ces sports de bonne qualité qui sont produits à Dhaka et c'est Abdulkader qui revend les sports de bonne qualité aux différents producteurs. On va voir par ailleurs qu'il y a un autre producteur de sport qui s'appelle Naurin Mushroom, qui lui est local et qui peut aussi vendre les sports aux producteurs. Sauf que le projet recommande d'acheter les spores de Raj Mushroom. Elles sont un peu plus chères, elles sont 14 taka, alors que celles de Naurin sont seulement à 10 taka. Mais elles sont garanties de donner un meilleur produit à la fin. Donc en fait, le projet et le commerçant recommandent d'acheter les spores un peu plus chers de Raj Mushroom parce que le produit va finalement être de meilleure qualité et donc va permettre de rentrer plus d'argent ensuite. Alors, on va faire plutôt un focus sur Abdulkader. Donc Abdulkader, qui est l'intermédiaire de commercialisation choisi par le projet, c'est en fait donc, le dirigeant de l'entreprise Konica Mushroom. Et comment est-ce qu'il est entré dans cette ligne dans les champignons? En fait, Abdulkader, à un moment de sa vie, a été sans emploi. Et sa fille a entendu sur les réseaux sociaux qu'il y avait quelque chose une filière intéressante pour le Bangladesh avec ces champignons pleurotes. Et a dit à son père, tu pourrais faire des champignons. Et donc il s'est renseigné, il s'est formé et il a commencé cette entreprise, Konica Mushroom, qui produit des champignons et qui en fait aussi la commercialisation. Par ailleurs, Abdulkader est membre de la Fondation des champignons du Bangladesh. Donc, il y a un écosystème de gens au Bangladesh qui sont intéressés par ces champignons et qui veulent développer leur production. Donc, Abdulkader, il est producteur de champignons lui-même. Il produit des champignons. Il fournit les spores, je vous ai montré. Il est acheteur de pleurotes. Il transforme aussi ces pleurotes en pleurotes sèches, en champignons secs. Et dans le cadre du projet, il forme les producteurs et il est aussi expert technique, c'est-à-dire qu'il peut donner de l'appui technique aux producteurs de pleurotes du projet. Donc Abdulkader, là, il a beaucoup de casquettes. Il est à la fois producteur, commerçant, transformateur, il est fournisseur, il collecte, il est formateur, il peut donc former, il peut donner un appui technique, il fait beaucoup de choses. Alors, en quoi est-ce que Abdulkader, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Finalement, il fait tout ça parce qu'il peut en tirer un profit. Abdulkader, il arrive à vendre 60 kg de pleurotes fraîches et en plus 15 kg de pleurotes sèches chaque semaine. Mais malgré ça, il n'arrive toujours pas à satisfaire la demande de ses clients à Dhaka. Il lui en faut toujours plus. Et avec ces ventes-là, il arrive à faire un revenu net de 15 000 taka par mois. 15 000 taka, c'est l'équivalent de 220 $ par mois. Donc ça, c'est le revenu net d'Abdulkader dans la commercialisation des pleurotes. Et alors, pourquoi est-ce que le projet a utilisé Abdulkader? Parce que le projet a identifié Abdulkader comme quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, c'était un expert, et que Abdulkader avait besoin de plus de pleurotes pour que son entreprise fonctionne. Et donc, en fait, le projet a dit, on va faire un partenariat ensemble, parce que, je vous rappelle, le projet était censé lutter contre la pauvreté par les partenariats. Donc ici, on voit en fait le partenariat entre un projet et un acteur de marché privé pour finalement permettre aux producteurs bénéficiaires du projet d'avoir un marché assuré. Et donc, il faut savoir aussi que le projet, dans ce partenariat, donc non seulement a choisi Abdulkader, mais a négocié avec Abdulkader
le prix d'achat à 100 taka par kilo de pleurote pour les bénéficiaires du projet. Donc en fait, le projet a dit à Abdelkader, on travaille ensemble, mais toi tu dois acheter à un prix 100 taka par kilo de pleurote et payer en espèces. Ce qui fait que, vous lirez dans la littérature, il y a beaucoup de systèmes de commercialisation où l'acheteur fait des virements auprès des banques ou paye en retard, c'est-à-dire paye après plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la livraison. Ici, le projet a négocié pour que Abdelkader paye en espèces à la livraison au producteur. Ce qui fait que ça assure une entrée de revenus au producteur. Alors, je vais maintenant vous présenter donc, les activités de formation et d'appui technique aux bénéficiaires du projet. Donc, on va parler plus après dans la discussion de qu'est-ce que fait le projet pour ses bénéficiaires. Mais là, je voulais juste dire que le projet forme les producteurs à produire ces champignons. Et il les forme en leur montrant comment faire. Et à chaque fois que donc, des producteurs sont formés, le projet leur donne ces intrants qui sont fondamentaux pour la technique de production de pleurote qui est mise en avant par le projet. Donc il y a les gants, il y a le détergent, les sacs de sport. Donc quand les producteurs sont formés par le projet leur donne 50 sacs de sport pour commencer la production. Et il y a également donc, un brumisateur qui permet de brumiser l'eau sur les sacs de sport. Ça, c'est les sacs en plastique pour mettre les champignons pour la vente. Et donc, le flyer de promotion pour les consommateurs. Donc ça, c'est pour la vente directe. Donc, au tout début, donc, le projet donne 250 sacs aux producteurs pour faire de la vente directe et 250 flyers pour mettre dans le sac avec les champignons. Et comme c'est un projet de développement et qu'il faut faire la pub, chaque bénéficiaire reçoit également une pancarte disant je suis appuyé par ce projet LPUPAP. Ça, c'est devenu obligatoire pour les projets qui sont financés par les bailleurs. Les bailleurs veulent montrer qu'ils font du travail dans la zone. Donc ça, ce sont les intrants qui sont fournis par le projet aux producteurs qui sont formés. Vous noterez qu'il n'y a pas les aspects de mise en place du local, de la pièce, des étagères qui sont nécessaires aussi à la production. Ça, en fait, le projet dit que ce sont les producteurs qui doivent investir dans leurs propres moyens de production. Comme le projet a regroupé les producteurs en groupes, ils ont aussi fourni à ces groupes une balance pour pouvoir calculer combien de champignons mettre dans chaque sac et une machine à sceller les sacs en plastique. Donc ça, c'est un don du projet pour chaque groupe de commercialisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retirer comme résultat du projet pour les différents acteurs? Les producteurs font du bénéfice. D'après l'étude de marché, les bénéfices font au moins 132 taka de bénéfices par sac de sport. 132 taka, je l'ai déjà dit, c'est 2 $ US. Donc, ils achètent le sac de sport, mais quand ils revendent les champignons, ils peuvent espérer faire au moins 2 $ par sac en champignons. Et si ils suivent le NEC plus ultra, s'ils suivent les recettes pour faire le système de production qui est recommandé par le projet, ils peuvent aller jusqu'à 300 sacs sur des étagères de 2 mètres carrés dans leur local, ce qui leur permettrait au maximum de générer 40 000 taka de bénéfices sur 4 mois. Ça, c'est 590 $ sur 4 mois. C'est un équivalent de 150 $ US par mois de bénéfices au maximum. C'est-à-dire que s'ils suivent toutes les instructions et qu'ils ont bien
produit les champignons et ils font la vente d'une bonne qualité de champignons, ils peuvent espérer recevoir, enfin, oui, faire un bénéfice de 150 $ par mois. Je vous rappelle que les bénéficiaires du projet sont considérés classés comme pauvres, c'est-à-dire qu'ils vivent avec moins de 2 $ par jour. Donc là, c'est quand même quelque chose de substantiel pour ces foyers-là. Donc là, on a vu le bénéfice pour les producteurs. Alors, Abdelkader, notre intermédiaire de commercialisation, il ne faut pas se le cacher, lui, il est partenaire de ce projet pour faire de l'argent. Lui, il est chef d'une entreprise, il faut que ça tourne. Donc, Abdelkader fait aussi un bénéfice grâce au projet. Je vous rappelle qu'il vend les sacs de sport de bonne qualité qui viennent de Dhaka, parce que c'est lui qui va à Dhaka pour vendre les champignons, et donc il achète les sacs de sport et il revient à Mymensingh avec les sacs de sport. Et il fait un bénéfice de 2,5 taka, qui est une toute petite somme, pour chaque sac de sport qu'il vend au producteur. Et Abdelkader fait aussi une marge supplémentaire sur chaque sac de pleurote que lui, il vend. Ça, on n'a pas réussi à le calculer, c'est information confidentielle d'Abdelkader, mais on sait que lui, il retire une marge pour chaque sac de champignons qu'il arrive à vendre, et bien il se fait de l'argent. C'est le rôle aussi de l'intermédiaire de commercialisation. Par ailleurs, Abdelkader, il emploie 5 commerçants pour la distribution sur le marché local. Et donc ça, ce sont des gens qui vivent à Mymensingh, et ces 5 commerçants se font une marge, enfin une commission, qui arrive à entre 900 et 1400 taka par mois. Ça, c'est entre 13 et 21 $ par mois. Donc ce sont des gens qui vivent à Mymensingh, qui font pour Abdelkader de la vente sur les marchés locaux et auprès des institutions locales. Donc il y a 5 personnes en plus qui arrivent à se faire du revenu grâce à ce projet et ce circuit de commercialisation. Donc je reviens ici sur les bénéficiaires du projet. Je vous ai dit qu'il y avait 17 femmes qui étaient donc chefs, qui étaient femmes de foyers bénéficiaires du projet. Et donc, de ces 17 femmes, elles sont toutes donc bénéficiaires de ce projet et elles ont lancé leur propre micro-entreprise de production de champignons qui génère des revenus pour elles. Et surtout, cette activité de production de champignons, elle est compatible avec les autres activités qui sont attendues de ces femmes au foyer. Donc, ce n'est pas une compétition par rapport à ce qu'elles faisaient déjà avant. Et ça, c'est très important à avoir en tête, parce qu'au Bangladesh, c'est un pays à majorité musulmane, où d'une part, il est attendu que fait, ce sont les hommes qui sont l'interface du foyer avec l'extérieur. Et là, en fait, on a 17 femmes qui font cette interface dans cette activité. Et on a également 17 femmes qui perçoivent directement un revenu qu'elles peuvent réinvestir dans leurs décisions pour le foyer, en fait. Donc, c'est assez intéressant comme modèle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les bénéficiaires du projet, lors de la rédaction de l'étude de cas, tenaient une comptabilité de leur micro-entreprise. Donc ce sont des gens qui ont été formés à garder les coûts et tenir la comptabilité, donc les coûts, les revenus de leur activité, ce qui pourra toujours leur servir dans leurs activités rémunératrices ensuite. Et une information intéressante également, c'est qu'à l'époque où l'étude de cas a été rédigée, c'est qu'un des producteurs aidés par le projet avait décidé de se diversifier pour faire la commercialisation lui aussi. Donc, ce producteur, non seulement il a été aidé par le projet à produire, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait faire encore plus d'argent s'il vendait les sacs de sport aux autres producteurs et s'il récoltait les champignons pour les vendre lui-même. Donc en fait, petit à petit, il y a un concurrent à Abdelkader qui s'est monté au sein du projet. Ce qui fait que ça laisse aussi potentiellement un choix aux producteurs à qui est-ce qu'ils achètent le sac de sport et à qui est-ce qu'ils vont revendre leurs champignons. Ça crée de la concurrence au sein de cette filière. Donc voilà, moi j'en ai fini avec la présentation de l'étude. Et maintenant, j'aimerais qu'on ouvre une discussion ensemble sur qu'est-ce qu'on retient de cette étude.
Donc déjà, pour commencer, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des questions de compréhension sur le contexte de l'étude et des choses que vous n'auriez pas comprises? Je vous donne la parole. Monsieur Joe, donc je vais commencer par une question technique. Oui. Est-ce que la production des fleurotes, est-ce qu'elle est étalée sur toute l'année ou bien sur une période de l'année? Sur toute l'année. Sur toute l'année, vu que c'est en intérieur, en fait, il n'y a pas de restriction en termes de temps. C'est à l'intérieur. C'est une demande constante? Et la demande est constante également. Ce n'est pas saisonnier. D'autres questions? Oui, vous avez évoqué le fait que sur 20 ménages qui ont été regroupés un peu pour la production ou bien la commercialisation, il y en a 17 qui sont dirigés ou bien, je ne sais pas, représentés par les femmes. Donc, est-ce que vous avez une explication peut-être sociale ou quelque chose comme ça, spécifique au Bangladesh qui pourrait expliquer cela? Parce que habituellement, dans les foyers, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, surtout dans les pays musulmans, on a tendance à voir que c'est l'homme qui est le chef de foyer et qui est responsable de tout ce qui touche cela. Donc, est-ce que vous avez une explication? Je pense que l'explication la plus logique, c'est qu'en fait, il s'agit d'un projet de développement financé par l'ONU. Et en fait, vous savez que dans les indicateurs de développement durable de l'ONU, il y a toute une partie des indicateurs qui sont basés sur la place, le rôle des femmes dans la société et dans le développement. Et donc, en fait, c'est une volonté du projet d'aider spécifiquement des femmes. Voilà, c'est la volonté du projet, on va aider les femmes. Et donc, on a choisi 17 femmes pour être représentantes de foyers au sein du projet. Donc, à la base, il y avait, par exemple, un certain nombre de projets qui ont été soumis peut-être et qu'il y a eu sélection. Et sur la base des sélections, il y avait un certain nombre de critères, dont la place de la femme. C'est probable. Je n'étais pas impliqué moi-même dans le projet, mais c'est comme ça que fonctionnent la plupart des bailleurs internationaux. Ils demandent à ce que le projet mette en avant, on a tant de pourcents de femmes qui ont bénéficié. Et il faut pouvoir le calculer. Donc en fait, l'opérateur qui met en place le projet, il doit réfléchir à ça, comment est-ce que je vais arriver à ce résultat? Et la façon la plus simple, c'est en fait de façon dirigiste, de dire on va prendre tant % de bénéficiaires qui seront dans notre public cible, et ici le public cible c'est les femmes. Pour d'autres projets, ça peut être les adolescents, ça peut être les enfants, mais là, il y avait un public cible qui était les femmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, moi j'ai un problème avec la rentabilité du produit des fleurotes. Par exemple, pour les producteurs lambda, le revenu pour un sac c'est $2, 20 grammes. Et donc, on sait que ce n'est pas beaucoup. Et normalement, le projet, il est là pour un peu lutter contre la pauvreté, entre autres. Donc, je ne vois pas l'intérêt, par exemple, de coopter un intermédiaire qui va être entre les producteurs et les consommateurs, parce que ça réduit un peu la marge de bénéfice de la part des producteurs lambda. Donc, pourquoi ne pas, dans ce cadre de projet, essayer de développer un peu cet esprit de coopérative ou quelque chose comme ça, qui permettrait aux producteurs eux-mêmes de s'organiser et de pouvoir commercialiser directement le produit. Comme ça, ils pourront réduire en tout cas vraiment cette perte-là que l'intermédiaire va prendre. D'autant plus que vous avez évoqué au début de votre propos que c'est un peu un produit de luxe, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Alors, Excusez-moi, monsieur. oui. Avant que je réponde, je pense que j'ai une question qui a un rapport avec ce que je viens de dire. C'est qu'on entend très souvent supprimer les intermédiaires. Mais on vient de voir qu'il y a un modèle gagnant-gagnant qui est possible entre les intermédiaires et les producteurs. Maintenant, la question c'est quoi? À partir de quel moment un intermédiaire indispensable passe de quelqu'un qui est là pour aider à un intermédiaire abusif qui récupère toute la valeur du produit?
Ben, on a commencé la discussion, donc on va continuer cette discussion. Donc je veux juste préciser certains éléments. Les 2 $ de bénéfices par sac, c'est bien par sac. Donc là, c'est si je fais un seul sac de sport. Mais en fait, le modèle, on considère qu'ils peuvent aller jusqu'à 300 sacs pour un foyer. Donc en fait, les 2 $, c'est pour un seul sac, mais on considère qu'ils peuvent produire 300 sacs. Donc au final, les agriculteurs s'en sortent plutôt bien avec l'équivalent de 150 $ par mois. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va entrer dans la discussion justement sur le modèle choisi de... Donc en fait, on va répondre tous ensemble à vos questions. Première question, de ce que vous avez retenu, quelles activités utiles pour les bénéficiaires du projet sont effectuées par le LPUPAP? Donc là, on a un projet qui a identifié des bénéficiaires et qui veut les aider à faire de l'argent. Qu'est-ce que le projet a fait qui est utile pour les bénéficiaires? Qu'est-ce que le projet a apporté qui était utile pour les bénéficiaires? La disponibilité d'un marché. Oui, c'est le projet qui a apporté le marché. Ouais. Mais C'est-à-dire que les producteurs n'ont plus le souci de l'écoulement de leurs produits. voilà, ça c'est très important. Les producteurs n'ont pas le souci de l'écoulement des produits. On reviendra là-dessus, mais c'est important de dire ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que le projet a apporté? Oui. Le projet est agi comme un facilitateur, non comme un acteur du marché pour assurer la durabilité du bien commercial. Ça c'est très important. Le projet n'achète pas. Ça c'est très très important. Le projet n'achète pas le produit au producteur. Le projet a trouvé un intermédiaire de commercialisation qui va acheter. Et ça c'est très important dans la durabilité effectivement. Parce que si le projet s'arrête, parce que le projet il est financé par quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre, surtout aujourd'hui où il y a des problèmes de financement du développement, coupe l'argent, et bien, le projet s'en va et les agriculteurs n'ont plus rien. Donc là, le choix du projet, c'était justement de travailler avec un intermédiaire pour éviter le danger, le risque que les agriculteurs se retrouvent sans marché si le projet plie. Mais effectivement, la perspective coopérative serait une autre idée. On va en discuter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le projet a apporté aux agriculteurs? Le projet a apporté aussi l'intrant initial et aussi la formation. Plus que ça, il a formé aussi des agriculteurs qui vont former d'autres agriculteurs et qui vont produire en même temps les intrants pour fournir d'autres agriculteurs. Tout à fait. Donc là, c'est un autre point très important. Le projet a formé. Le projet a investi dans la formation des capacités en fait, des producteurs. Vous le verrez, c'est probablement l'investissement le plus important que vous aurez à faire quand vous serez chef de projet avec des bénéficiaires, ce sera dans la formation de vos bénéficiaires. Oui. Je peux dire aussi la sensibilisation à l'amélioration des pratiques. Oui, tout à fait. Le projet a été moteur pour faire comprendre aux agriculteurs pourquoi ils devaient faire ça dans leur production, à quoi ça sert. Et c'est principalement parce que derrière, il y a le consommateur qui veut ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir vendre ce que le consommateur veut. Et je reviens sur ta question sur c'est un marché de luxe. Alors attention, ce n'est pas un marché de luxe, c'est un marché de niche. C'est deux choses différentes. Un marché de luxe, c'est effectivement un produit qui va être cher et parce qu'il est cher, son marché est restreint.
Là, on n'est pas sur un produit qui est cher, mais on est sur un produit dont le marché est restreint. Donc c'est pour ça que c'est un marché de niche. Le produit n'est pas nécessairement cher, mais son marché est petit. Et ce qui donne des caractéristiques au marché et, voilà, et à la façon dont on va faire ce marché. Donc attention, différence entre marché de luxe et marché de niche. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on a parlé de... Le projet a trouvé un commerçant. Donc, le projet a trouvé le marché pour les producteurs. Le projet a formé. Le projet, il a aussi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai encore 3 choses qui n'ont pas été dites. Oui. Tout à fait. C'est le projet qui a négocié le prix avec Abdelkader. On fait partenariat, mais tu as un prix fixe et tu payes en espèces. Effectivement. Le projet aussi donc, a permis de garantir un revenu complémentaire pour les femmes. Oui. C'est intéressant aussi. Juste une information technique. Bon, j'ai vu donc que le SMIC en Bangladesh, en 2024-2026, c'est 12 500 taka. Ouais. C'est l'équivalent de 110 dollars. 110 dollars. Oui, Oui. par mois. Donc ça montre un peu donc, le niveau de vie. Oui. C'est moins qu'ici. Et là, on parle de ménages pauvres, vraiment en bas de l'échelle. Et en 2014, le SMIC était de 1000 taka. D'accord, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous pouvez penser à d'autres choses que le projet a apportées qui sont utiles pour les bénéficiaires? Moi, j'ai noté une chose importante, c'est que le projet fait aussi la promotion des champignons sur le marché. Donc le projet donne aux producteurs ce flyer, et dans le flyer, si vous avez lu l'étude de cas, en fait, il y a écrit qu'est-ce que c'est que ce champignon, qu'est-ce que je peux en faire, comment je le cuisine et quelle est sa valeur nutritionnelle. Donc en fait, le projet fait de la promotion du produit pour étendre la niche, pour qu'en fait, il y ait plus de consommateurs pour étendre le marché, pour ouvrir un peu le marché. Et par ailleurs, je vous ai dit, le projet a regroupé les agriculteurs pour qu'ils puissent faire ensemble. Donc on revient vers l'idée de coopérative, on regroupe les agriculteurs ensemble. Là, c'est juste des groupements de producteurs pour faire l'emballage et la commercialisation ensemble. Et pourquoi est-ce que le regroupement des agriculteurs, ça leur permet de réfléchir ensemble, justement, aux soucis de la commercialisation. Parce que, encore une fois, un producteur, il se soucie de sa production. Et quand vous allez parler à un producteur, marge, trouver le marché, trouver un camion pour prendre vos produits et les amener sur le marché et trouver des acheteurs, souvent il va vous répondre « mais moi je produis seulement ». Et donc en fait, ce souci, souvent, vous verrez, les producteurs ne souhaitent pas prendre ce souci. Parce qu'eux, ils se considèrent comme producteurs. Donc en fait, si vous êtes impliqué dans des projets de développement de filières de commercialisation comme ça, si vous vous rendez compte que les agriculteurs ils ne veulent pas faire la commercialisation, parce qu'ils ne sont pas intéressés, c'est trop de soucis, c'est trop de risques, mais quand même, vous allez les aider à produire quelque chose, donc il faut s'en débarrasser, il faut arriver à le vendre. C'est là que vous êtes obligé de trouver un intermédiaire de commercialisation. Ou, donc l'idée de la coopérative est bonne aussi, mais dans la coopérative, il faut soit trouver des volontaires parmi la coopérative qui veulent faire la commercialisation, et donc ça, j'ai d'autres études de cas où c'est le cas, où effectivement, on regroupe des agriculteurs, et parmi ces agriculteurs, où il y a la femme d'un agriculteur qui, elle, est commerçante et qui veut faire la commercialisation, donc on va utiliser
la femme d'un des agriculteurs de groupe pour faire toute la partie commercialisation, ou s'il n'y a pas dans le groupe quelqu'un qui veut faire cette activité, c'est une activité qu'il faut rémunérer. Et il faut payer l'un de vous peut-être à faire cette commercialisation. Pour vous, peut-être, plus tard, vous pourrez être embauché par des projets pour être acteur de commercialisation pour le bénéfice d'une coopérative. C'est potentiellement un travail que vous pourrez faire en sortie de l'école. Voilà. Donc, gardez en tête que la commercialisation, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour les producteurs. Et que justement, tout le but de ce projet, ça a été d'identifier un mécanisme de commercialisation qui allait bien marcher pour cette étude-là. Si on travaille sur un autre produit, un autre marché, ça ne sera peut-être pas le bon modèle. Mais voilà, ici, dans ce cadre-là, c'est un modèle qui tourne, qui peut marcher. Et on reviendra sur la question de quand est-ce que le modèle tourne à l'avantage ou pas de l'acteur de commercialisation. Voilà, donc là, on a listé les activités du projet qui sont utiles pour les bénéficiaires. On a parlé du regroupement des agriculteurs. Ils ont trouvé un intermédiaire de commercialisation pour les bénéficiaires. Ils ont formé les bénéficiaires et ils ont fait la promotion des champignons pour essayer d'ouvrir le marché. Par ailleurs, mais pour moi c'est secondaire, pour les ménages les plus pauvres, ils ont aussi investi dans l'outil de production. Mais c'était pour la tranche la plus pauvre des bénéficiaires. La question d'après que je souhaite vous poser, c'est quelles activités utiles pour les bénéficiaires du projet ne sont pas effectuées par le projet? On l'a déjà évoqué, mais je veux que vous le redisiez. Qu'est-ce que le projet ne fait pas pour les bénéficiaires? Oui? Pardon? Voilà, donc le projet n'investit pas dans l'outil de production, seulement pour les ménages les plus pauvres. Donc c'est bien les producteurs qui doivent investir eux-mêmes dans leur outil de production. Donc ils doivent se projeter. Ah, je vais dépenser de temps pour faire des étagères, pour mettre des rideaux sur ma chambre et acheter les gants, etc. Parce que j'espère avoir un revenu derrière. Mais le producteur se met dans une mentalité entrepreneur, micro-entrepreneur. Ça, c'est important. Qu'est-ce que le projet ne fait pas pour ses bénéficiaires? Tout à fait. Donc le projet n'investit pas dans l'outil de production et dans le local de production. Oui. Le projet ne sert pas d'intermédiaire, il n'achète pas de produits. Voilà, ça c'est, dans une étude de cas commercialisation, c'est l'enseignement le plus important de la journée. Le projet ne vend pas aux agriculteurs, le projet n'achète pas aux agriculteurs. Ça, si vous retenez une chose aujourd'hui, c'est ça. Si vous développez un projet de commercialisation, ce n'est pas la meilleure solution que le projet achète le produit des agriculteurs. Parce qu'après, c'est vous qui devenez intermédiaire de commercialisation. Si le projet s'en va, les producteurs perdent leur marché et vous êtes opérateur du développement, vous n'êtes pas commerçant. Ça aussi, c'est très important à avoir en tête. Après, peut-être que parmi vous, il y aura un commerçant qui veut faire de la commercialisation, et dans ce cas-là, vous aurez toute la possibilité d'être un acteur rémunéré par le projet pour faire ça, ou rémunéré par le groupement de producteurs ou la coopérative de producteurs. Vous regardez sur le marché du travail, les coopératives embauchent des commerçants pour faire ce travail. Mais dans cette étude de cas, c'est très important, le projet ne vend pas directement aux agriculteurs, le projet n'achète pas directement aux agriculteurs. Ce sont des acteurs spécialisés qui vendent les spores ou qui vendent les intrants et qui achètent les champignons. Ensuite, on passe à Abdul-Qadir. Quelles activités sont faites par Abdul-Qadir qui sont utiles pour les bénéficiaires du projet?
Oui. Effectivement, Abdelkader, il forme les producteurs à qui il va acheter les produits que lui va revendre. Donc en fait, c'est très important pour lui de former ses agriculteurs à ce que demandent ses acheteurs. Parce que les acheteurs, ils veulent les champignons de telle taille, de telle fraîcheur, etc. Donc en fait, c'est important que l'acheteur puisse s'impliquer dans la formation des producteurs pour que le producteur fasse exactement ce que veut l'acheteur final. Qu'est-ce qu'Abdelkader fait d'autre qui est utile pour les producteurs? Tout à fait, très important. Ici, dans l'étude de cas, les champignons ils sont produits à Mymensingh. Le gros marché, il est à Dhaka, à 6 heures de route. Et donc, c'est Abdelkader qui collecte les champignons à Mymensingh, qui organise le camion, probablement réfrigéré, qui paye le chauffeur du camion pour aller jusqu'à Dhaka, qui a trouvé les acheteurs au marché de gros et les autres acheteurs à Dhaka. Donc, notamment le transport, ça a un coût. Il faut payer le chauffeur, il faut louer le camion. Et l'identification des acheteurs et la relation commerciale à développer avec les acheteurs, ça a un coût en termes de temps également. Et donc, cette remarque, ça vous indique que la commercialisation, ce n'est pas un acte gratuit. C'est une activité marchande qui peut être rémunérée. Et justement, la rémunération de l'acteur de commercialisation, il se fait via la marge. Et c'est là que on va pouvoir discuter ensuite, c'est quoi une marge juste, une marge équitable. Mais la deuxième leçon très importante de cette étude de cas, c'est que dans l'acte de commercialisation, il y a des coûts, il y a des risques qui sont pris par l'intermédiaire de commercialisation. Et ces coûts et ces risques, c'est normal qu'ils soient rémunérés pour les faire. Parce que soit les agriculteurs ne veulent pas le faire, soit les agriculteurs ne peuvent pas le faire. Et je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas le travail du projet de faire cette commercialisation. Parce que ça, c'est très dangereux. Si jamais le projet ferme, tout s'écroule. Très bien. Donc, qu'est-ce que Abdelkader fait d'autre qui est utile pour les producteurs? On a parlé de formation, on a parlé de tout ce qui est commercialisation. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il y a aussi son travail dans tout ce qui tourne autour des intrants. Tout à fait. Bon. Donc il vend des sacs de sport aux agriculteurs. Et là, en fait, c'est toute la discussion qu'on a eue sur le rôle de l'intermédiaire de commercialisation, elle est identique pour le rôle de fournisseur d'intrants. Pareil, on peut utiliser une coopérative pour fournir des intrants, mais il faut quand même les trouver, les acheter, négocier avec les fournisseurs, les transporter, etc. Ici, c'est Abdelkader qui fait tout ça. Donc, c'est vrai, il se prend une marge, une petite marge de 13 taka par sac de sport qu'il vend, mais c'est lui qui est allé chercher les sacs à Dhaka, c'est lui qui a négocié le prix avec le fournisseur, et c'est lui ensuite qui revend aux différents producteurs. Donc il y a des coûts qui sont impliqués dans cette activité de fourniture d'intrants. Mais c'est Abdelkader qui fait cette activité et donc qui se rémunère par la petite marge qu'il prend sur chaque sac de sport. Vous notez aussi, je vous ai dit qu'il y avait deux fournisseurs. Il y avait un fournisseur à Dhaka qui fournit des sports de bonne qualité et un autre fournisseur à Mymensingh qui fournit des sports de qualité moyenne. Qu'est-ce que Abdelkader fait en plus de vendre au niveau de ces sports? Là, c'est comme on forme un bénéficiaire du projet de développement
Oui, tout à fait. Principalement parce que Abdelkader, il forme les agriculteurs et quand les agriculteurs ont des problèmes techniques, Abdelkader est aussi expert technique et il peut appuyer d'un point de vue technique, il peut conseiller, donc conseil, expertise technique et conseil aux agriculteurs. Fourniture de sport, on en a parlé. Qu'est-ce que j'ai... Collecte de champignons. J'ai deux autres points que moi j'ai notés. Qu'est-ce que Abdelkader fait d'autre qui est utile pour les producteurs? Très utile même. Pardon, j'ai pas entendu? Oui, très bien. Abdelkader vend les spores de la meilleure qualité. Elles sont plus chères, mais elles sont de meilleure qualité. Elles vont garantir en fait une meilleure qualité de produit. Ça, c'est en fait, c'est très important parce que, encore une fois, c'est Abdelkader qui vend ses produits à un marché. Abdelkader, il connaît son marché. Il sait que les acheteurs à Dakar, ils veulent telle taille, ils veulent telle fraîcheur. Donc, c'est important pour lui de donner aux agriculteurs les bons outils, les bons intrants qui vont permettre d'avoir ce que le marché veut. Ça, c'est ce qu'on appelle une démarche qualité. C'est-à-dire que au sein de la filière, tout le monde sait ce que veut le marché. Et donc tout le monde travaille pour livrer ce que veut le marché. Cette démarche qualité, dans ce projet, elle est initiée par Abdelkader parce que c'est lui qui connaît son marché. Et donc c'est lui qui dit au projet, attention, mon marché, il veut ça. Donc il faut qu'on s'organise pour livrer ça. C'est lui qui forme les agriculteurs ou qui conseille les agriculteurs. Attention, là, tu as fait ça, ça ne va pas donner un bon résultat. Il vaut mieux faire ça comme ça va donner le résultat qui est attendu par le marché. La démarche qualité, elle est très importante dans ce projet parce que ça permet, au niveau du marché de niche, justement, d'atteindre la niche. La niche, elle est toute petite, mais il faut s'assurer que le produit, elle entre dans la niche. Et donc, cette assurance qualité, elle est très importante. Dès que vous entrez dans un marché de niche, il y a une assurance qualité qui est primordiale. Sinon, il y a un gros risque que votre produit n'entre pas dans la niche et donc vous êtes relégué sur le marché tout venant avec un prix qui est beaucoup moins intéressant pour le producteur. Donc, on a parlé assurance qualité. Et moi, j'ai un dernier point que Abdelkader fait. Oui. Aux objectifs du projet et du rôle joué par cet intermédiaire au niveau de la chaîne de valeur. Parce qu'au début, vous avez évoqué comme quoi, lors de la mise en place du projet, l'objectif était d'avoir 300 sacs, de produire 300 sacs par producteur, Oui. des étagères sur de mètres, etc., pour qu'ils puissent atteindre un certain bénéfice. Si j'ai bien compris, avec chaque sac, on a la possibilité d'avoir 1,10 kg de Oui, sur 4 mois. Oui. Donc, si on fait le calcul, on est sur la production d'un seul sac par semaine, ça veut dire 16 à 18 sacs sur les 4 mois, parce qu'ils produisent 1,5 kg par semaine. En fait, il faut pas. Chaque producteur arrive à vendre. Il faut pas calculer comme ça. Nous, on a fait le calcul par sac pour que ce soit plus parlant en termes de marge. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque producteur, il a 200 sacs. À chaque instant, le producteur est en train de produire 200 sacs, voire 300. Au maximum, le système de production permet de produire 300 sacs. Donc en fait, il faut plutôt se mettre dans l'optique où chaque producteur, il est plutôt en moyenne à 200 sacs en production, en cours, voilà. Et donc, non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, sur toutes les étagères, il y a plein de sacs qui sont en train de produire. Et en fait, l'enjeu, c'est que le roulement dans la production assure qu'il y ait le plus de production possible tout le temps. Donc ça, en fait, c'est aussi le travail d'Abdelkader, de former les agriculteurs à gérer leurs sacs de sport pour qu'ils soient tous en production
en même moment et que ce soit étalé pour qu'à un moment donné, il y a toujours de la production. On ne travaille pas par batch, on travaille vraiment en continu. Voilà. Là où il y a éventuellement des batchs, c'est par étagère en fait. On peut faire une étagère, puis une autre, puis une troisième. Mais il y a toujours une étagère qui est en production dans le local. Maintenant, par rapport au rôle de l'intermédiaire, parce qu'on a pu le voir par le biais de la chaîne de valeur, il est déjà le fournisseur de ça, il est aussi collecteur de la part des producteurs, il est le transformateur et le distributeur. Oui. Il arrive déjà à avoir des marges sur la partie de la vente des sacs. Vous avez dit tout à l'heure 13 takas, mais quand j'ai regardé le tableau des bénéfices, j'ai trouvé que les sacs sont vendus à 14 takas. Ça veut dire que le prix d'achat des sacs, le coût général des sacs, il est à 1 taka avec les bénéfices de 13. Non. Par l'intermédiaire. Il vend à 14. Et il fait des bénéfices de 13. Ça, il faut le regarder dans l'étude de cas. C'est très clairement écrit dans l'étude de cas. Je ne sais plus où ça en est. Non, c'était moins que ça. Non, pardon, c'est son bénéfice. J'ai dû me tromper dans le PowerPoint. Dans l'étude de cas, le bénéfice pour Abdelkader, pour chaque sac de sport vendu, c'est 2,5 taka. 2,5 taka. C'est tout petit. C'est 37 cents américains. Oui, oui, bien sûr, il vend beaucoup de sacs. Mais, encore une fois, c'est lui qui va chercher les sacs de bonne qualité à Dakar. Si on ne veut pas que ce soit lui qui le fasse, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Et potentiellement payer cette autre personne. Ou organiser ça. Moi, en fait, la question que je me pose, quel est le prix de vente des couleurs sur le marché de Dakar? Donc ça, je ne l'ai pas. Mais attends. Oui, oui, bien sûr. Mais Parce là. que c'est quand même le projet par le biais de cet accompagnement, il a permis d'assurer les 100 taka pour les producteurs, comme un prix fixe d'achat de la part de l'intermédiaire. Maintenant, on n'a pas une trace par rapport au prix de vente. Surtout Tout à fait. parler des consommateurs qui sont de niche. Hein. Oui, oui. Les personnes travaillant au niveau du consulat, les restaurants peut-être un peu de luxe, des consommateurs aisés. Donc, on est sur un prix de vente qui est Tout à fait. donc une marge assez importante. On pourrait travailler à améliorer le revenu des agriculteurs au sein de ce projet. Mais ça voudrait dire que le projet doit trouver un moyen d'aller directement là, de vendre directement là. Et ça, comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas nécessairement ni facile ni gratuit de faire ça. Donc, moi, mon conseil, c'est surtout que ce ne soit pas le projet qui fasse cette activité de vente, même si le marché là est plus rémunérateur, ce n'est pas au projet de faire l'intermédiaire de commercialisation. Donc, pour l'instant, le modèle qui a été utilisé, c'est de trouver un commerçant. Donc, on peut discuter effectivement pourquoi un seul, pourquoi celui-là, parce qu'il n'y a pas moyen d'en mettre deux, de faire une coopérative. Donc, il y a plusieurs modèles de développement de la commercialisation, c'est vrai. Là, pour l'instant, dans cette étude de cas, c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, si j'ai bien compris, selon la configuration, c'est que c'est l'intermédiaire, il n'est pas en contact en fait direct avec les restos et les autres. Non. Donc, il fait la vente directe au niveau, par le biais des grossistes. Oui, c'est ça. Par le biais des grossistes, Tout à fait. Là où via les institutions. D'accord. C'est ça. Pourquoi on n'a pas pensé aux grossistes? À la diversification de ces grossistes? Plusieurs grossistes à la place de ce collecteur transformé. Alors, parce que le grossiste, c'est un grossiste, ce n'est pas un collecteur. Et en fait, encore une fois, dans la chaîne de valeur, il faut se rendre compte que le grossiste, souvent, son expertise, c'est de gérer des énormes quantités sur son marché. Il a des sources d'approvisionnement. Son expertise, c'est de s'assurer que dans toutes ces sources, dans son portefeuille d'approvisionnement, il va réussir à vendre
ce que ces acheteurs veulent. Ce n'est pas un travail de collecteur. Voilà. Il pourrait le faire aussi, mais peut-être qu'il ne veut pas le faire parce qu'il est déjà débordé par son travail de grossiste. Moi, j'ai d'autres études de cas où, effectivement, le grossiste fait à la fois collecteur, mais souvent, le grossiste dit « c'est pas mon travail d'aller chercher, d'aller récolter auprès des producteurs. C'est un autre métier, c'est une autre expertise. » C'est des petites quantités aussi. Aussi, c'est plus compliqué en fait à gérer. C'est plus coûteux parce qu'il faut aller récolter plein de petites quantités auprès de plein de gens. Le grossiste, il préfère faire venir 4 énormes camions et il se gère ensuite son portefeuille avec ces 4 énormes camions. Donc c'est un métier différent, c'est une expertise différente. Donc effectivement, le projet peut faire la collecte, mais il y a des coûts, il y a des risques qui pour l'instant, le projet a préféré donner à Abdelkader, et Abdelkader se rémunère sur sa marge pour cette activité. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à remettre le PowerPoint? Stop là. Ici. Et après, je reviens en arrière. Je reviens sur les apports d'Abdelkader. Un autre que j'avais noté, c'est que Abdelkader, il paye cash. Il paye en espèces. Donc ça, c'est le projet qui a négocié avec Abdelkader. Tu collectes auprès de nos producteurs, mais tu les payes en espèces. Ça, il faut savoir que c'est un mode de paiement qui est rare dans les circuits de commercialisation. Même les circuits de commercialisation informels, c'est rare. Souvent, le commerçant est dans une position de force où il peut dire au producteur « je t'achète ton produit à tel prix, tel jour, je te paierai une semaine après que moi j'ai fait ma vente ». C'est assez fréquent. Il faut aussi, encore une fois, être conscient que le collecteur, les acteurs de commercialisation, ils ont des coûts, ils ont des risques, et donc peut-être qu'ils n'ont pas la trésorerie pour pouvoir payer les agriculteurs tout de suite. Tout ça, ce sont c'est de la négociation à faire avec le commerçant. Là, dans ce cadre-là, c'est le projet, et c'est là où le partenariat aussi entre en jeu, c'est que c'est intéressant que le projet ait pris cette décision commerciale de faire la négociation commerciale avec l'acheteur. Donc, il a dit à Abdelkader, tu achètes les produits de nos bénéficiaires, tu les aides à faire ce dont tu as besoin, mais en échange, tu vas les payer à tel prix et en espèces. Ce qui fait que ça donne aux bénéficiaires des espèces tout de suite à la vente, sans passer par des banques, parce que dans certains pays, c'est difficile d'avoir des comptes en banque parfois, pour des gens qui ne sont pas nécessairement ni éduqués, ni potentiellement sans papier d'identité parfois. Et donc là, il y a une rémunération en espèces tout de suite. Voilà. Donc, on a passé en revue les activités qui sont faites par Abdelkader, intermédiaires privés de commercialisation, qui sont utiles pour les bénéficiaires du projet. Il les forme, il les conseille, il leur donne de l'expertise technique, il assure la qualité du produit tout au long de la chaîne, parce que c'est lui qui, au final, est responsable de le livrer ce que veut le marché. Il fournit les spores de qualité, il collecte les champignons, c'est lui qui fait la collecte auprès de tous les différents agriculteurs ou les 3 groupements. C'est lui qui commercialise depuis Mymensingh jusqu'à Dakar, et il paye ses fournisseurs en espèces et comptants. J'ai une autre question. En conséquence, en quoi les bénéficiaires du projet sont-ils devenus indispensables pour Abdelkader? Est-ce que Abdelkader peut rompre avec le projet et continuer son activité? Je pense que oui, parce que Abdelkader est devenu presque autonome. Donc, il a l'expertise, il produit les intrants, il peut acheter... Sans les bénéficiaires du projet. On parle ici des bénéficiaires. En quoi les bénéficiaires du projet sont-ils devenus indispensables pour Abdelkader? Non, ils sont liés, parce que c'est eux qui
l'exporte à Abdelkader, Mhm. et c'est en même temps eux qui vendent la production à Abdelkader. Tout à fait. Donc il y a un vrai partenariat qui s'est créé entre les bénéficiaires du projet qui sont les producteurs et Abdelkader qui est le commerçant. Ouais. C'est-à-dire que ces partenariats, ils sont à la fois clients et fournisseurs d'Abdelkader. Donc, je pense qu'ils sont liés. Ils sont liés, d'où le fait que les bénéficiaires sont indispensables à Abdelkader et Abdelkader en retour aussi est indispensable pour les bénéficiaires. Et n'oubliez pas que, en tout cas à l'heure où l'étude a été écrite, le marché n'était pas encore satisfait. C'est-à-dire que le marché demandait encore plus. Donc en fait, si Abdelkader il arrête de travailler avec ses bénéficiaires, il n'a plus assez pour pouvoir continuer à vendre. Donc un autre en fait, facteur de rééquilibrage de la relation. Donc là, on peut entrer dans la discussion quand est-ce qu'un intermédiaire de commercialisation devient abusif. Le bon indicateur, c'est justement de voir le niveau de partenariat. Et est-ce que si un des acteurs quitte la relation, est-ce que ça va être un gros détriment pour l'autre? Quand, en fait, dans la relation entre producteurs et commerçants, les deux sont indispensables, on arrive à une relation qui est équilibrée. Et quand les deux acteurs, en fait, sont à un niveau équilibré de pouvoir dans la relation, ils peuvent négocier. Parce qu'ils sont à un niveau équivalent de pouvoir. Donc, en fait, ils peuvent alors décider de changer les paramètres de la relation, mais ils sont à un niveau égal de négociation, donc ils peuvent négocier. Tu veux gagner un peu plus, d'accord, mais dans ce cas-là, tu me donnes ça en plus. Ou on pense que, vu les marges que tu te fais probablement en venant à Dakar, tu pourrais nous donner un peu plus. Et dans cette négociation, sinon, on va vendre à quelqu'un d'autre. Et c'est dans cette négociation-là que, quand il y a une relation qui est équilibrée entre vendeur et acheteur, on peut arriver à une valeur qu'on peut qualifier d'équitable, d'équilibrée ou rémunératrice pour les producteurs. Oui, surtout par rapport à ça, c'est vrai, Abdelkader, c'est la solution qui permet d'éviter aux producteurs, aux agriculteurs, tout le problème lié à la collecte, au transport, à la commercialisation. Donc c'est une solution mais qui est à double tranchant, c'est-à-dire que il y a le revers de la médaille qui fait qu'on a concentré trop de pouvoir entre les mains de quelqu'un qui décide. Donc je vous l'ai déjà dit, quand l'étude de cas a été rédigée, il y a un autre producteur du projet qui a commencé à aussi faire la commercialisation. Donc il y a une concurrence qui apparaît déjà dans le projet. Mais effectivement, c'est soit par le projet, soit par le groupement de producteurs. C'est une réflexion comme ça sur la durabilité de la relation commerciale qui permet de faire changer les paramètres. Mais ce que tu as dit au début était très important. On reconnaît qu'Abdelkader fait des choses indispensables. Mais de l'autre côté, les bénéficiaires du projet sont aussi indispensables à Abdelkader. On est bien dans une liaison, une relation qui, pour le moment, est relativement équilibrée. Bien sûr, les paramètres peuvent changer, mais on peut espérer que la formation qui est délivrée par le projet va permettre aux agriculteurs de se rendre compte justement qu'ils sont actuellement dans un équilibre qui est stable pour le moment, mais si on change les paramètres de l'équilibre, il va falloir qu'eux-mêmes changent leurs pratiques, leurs relations avec les commerçants. Donc, quand vous serez en charge d'un projet de développement aussi, toute la partie formation, c'est de faire comprendre à vos bénéficiaires que le monde c'est compliqué, que ça change et qu'il faut pouvoir s'adapter aussi, notamment à tout ce qui est commercialisation. Voilà, donc je voulais quand même qu'on ait cette discussion ici. Oui, Abdelkader est indispensable pour le projet, pour que ça tourne, mais de notre côté, dans les conditions actuelles, les producteurs sont aussi dans une position de force, parce que c'est eux qui assurent le gros de l'approvisionnement d'Abdelkader. Donc on est quand même dans une relation qui est équilibrée, et que les producteurs peuvent essayer de tirer parti de cet équilibre dans la relation pour négocier
peut-être une meilleure rémunération de leur production. Ah non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je vous laisse réfléchir à la maison. On a parlé un peu de l'assurance qualité. Relisez l'étude de cas avec derrière quels indices démontrent le focus qualité dans toute la chaîne de valeur. Relisez l'étude de cas et essayez de trouver où est l'emphase sur la qualité et comment est-ce qu'on fait ressortir la qualité d'un produit dans cette chaîne de valeur. Par quelles actions et par quel partage d'informations, formation, actions techniques sur la production ou sur la commercialisation. Voilà, donc je laisse maintenant